histoire, et encore, on n'a pas lu la nouvelle qui ouvre l'anthologie Victimes et bourreaux, qui pourrait édifier nos lecteurs. Il y avait un de vos collègues qui me disait il y a quelques années, quand je lui disais mais on vous fréquente, vous êtes tout à fait charmant, les gens vous apprécient, vous êtes un ami du festival et vous racontez des horreurs. Et il me dit justement je les mets dans mes livres pour ne pas le faire aux autres, et finalement tout le mal est dans mes livres et je suis donc un garçon adorable. Et quelque part, Charlotte, est-ce que finalement c'est pas un peu votre psychanalyse à vous, toutes vos horreurs, la part quand même sombre qui est en chacun de nous? Qui est-ce qui n'a jamais pensé je le tuerais bien, et puis bien sûr on ne le fait pas et on ne le ferait pas vraiment? Est-ce que finalement c'est pas une façon de... un bon conseil, lisons des livres pour que cette colère parfois qu'on a en nous disparaisse, s'exprime dans la littérature, et puis écrivons des livres pour justement éviter sinon de le vivre dans le réel. Alors la littérature comme anti-Kalachnikov, c'est plutôt pas mal. Disons que oui, il y a évidemment une part, ça permet d'explorer des parts plus sombres, de se défouler aussi de temps en temps, mais moi ça me permet aussi d'explorer surtout les parts les plus sombres des gens, de l'humain et de choses moi je suis incapable de comprendre en tant que dire que personne normale et fréquentable. Je ne sais pas ce que c'est que vraiment le mal. Je vois pas l'intérêt de violer, tuer, détruire les gens. Donc, voilà. Mais je dirais que le fait d'écrire des livres où il est question de ces personnes me permet en fait de faire du profiling. En fait, c'est peut-être plutôt ça. Kalachnikov et profiling sont les deux manuels de la littérature. La place des femmes dans votre œuvre, alors bon, c'est pas parce que vous êtes une femme vous-même, mais c'est quand même très frappant. C'est un monde, alors pas du tout un monde où les hommes sont méchants et les femmes sont gentilles, hein, parce que les femmes que vous présentez, il y a des femmes parfaitement estimables et respectables et d'autres parfaitement abominables. Une fois qu'elles sont en situation de pouvoir, finalement, on se rend compte que les sexes se valent. C'est peut-être parce qu'elles ne le sont pas qu'elles sont moins brutales aujourd'hui. Et dans votre œuvre, il y a vraiment une place extrêmement importante des femmes. Les hommes jouent un rôle souvent moindre, parfois d'amoureux d'ailleurs, curieusement, comme un rapport inversé parfois de la réalité. Pourquoi cette place? Parce qu'il y a des femmes qui écrivent avec des personnages mixtes, même s'il y a des hommes dans vos romans. Il y a des femmes qui écrivent avec des personnages masculins quasi exclusivement. Vous, vraiment, ce sont des mondes où les femmes jouent un rôle, sinon déterminant, en tout cas extrêmement important. Et ben, tout simplement, je suis une femme, donc je me sens aussi beaucoup plus proche quand même d'héroïnes féminines. Ensuite, ça m'amuse beaucoup plus d'écrire, d'avoir des héroïnes que des héros. Et j'en ai tellement lu des romans de fantasy ou autres, où effectivement les femmes étaient là juste pour faire joli, potiche, et que je crois que ça m'a vraiment complètement écœurée. Et mais ça pas seulement dans la littérature de fantasy, mais en littérature tout court. Je veux dire que c'est vrai que au bout d'un moment, stop. Voilà, donc j'ai commencé à écrire des choses que moi j'avais envie de lire, et puis je crois que c'est devenu finalement presque une habitude. Je m'intéresse plus aux héroïnes, même si j'essaye de me soigner, même si il y a certains personnages masculins dont je suis quand même assez contente, comme Alessio dans Arachnae ou Angelo que tout le monde adore, et puis moi je me suis attachée. Finalement il dit pas grand chose, il fait tout le temps la gueule, mais c'est quelqu'un de bien. Et puis et voilà, donc je crois que c'est vraiment quelque chose, c'est une manière d'écrire, peut-être une signature, et dont j'ai pas forcément envie de me soigner. Fantasy urbaine ou beat lit ou fantastique contemporain, je ne sais pas comment on le classera, mais Lorana on the Rocks, un autre roman. Alors là aussi, une héroïne qui est à la fois une vraie midinette sur le plan sentimental, elle tombe toujours sur les mauvais hommes, y compris, allez, on va pas tout dire, mais il y a une fois, elle aura chaud parce qu'elle aura pris des risques sans le savoir d'être tombée amoureuse du mauvais. Votre héroïne, en même temps, c'est une tueuse, elle est là pour exécuter, pas des gens très sympathiques, donc on s'y attache quand même, c'est la petite habileté, la petite perversité. Petite exploration en dehors de la majorité de vos romans qui sont quand même de fantaisie. Peut-être, Sylvain Demierre, un petit extrait pour nous donner une autre facette de l'écriture de Charlotte Bousquet. Mets-toi à la place d'une de ces malheureuses, de Mathilda par exemple. Un travail d'esclave, une chambre étriquée, partagée avec d'autres membres de sa famille, dans une cité dortoir insalubre. Un prince charmant, un made in Texas, avec son sourire digne d'une pub pour dentifrice et ses bons gros dollars en liasse.
Il lui promet la lune, elle le croit. Elle couche, il retourne chez lui, passe à autre chose. Tu penses bien que dans sa tête, une Mexicaine, tu la baises, tu ne l'épouses pas. Mais voilà, Mathilda tombe enceinte. Alors elle lui écrit, alors elle espère, jusqu'au jour où elle doit se rendre à l'évidence. JR ne reviendra pas. L'enfant naîtra dans la misère, elle mourra peut-être en accouchant, question de sang, de bactéries et j'en passe. Elle finira peut-être, comme des dizaines d'autres, par faire la pute sur un trottoir de Juarez, dans le meilleur des cas. Parce que le pire peut aussi arriver. Crime sexuel, snuff movies. Pour ces dégénérés, une mère et son bébé, c'est le pied. Ne fais pas cette tête-là, Najaras. Tu sais comme moi que ces raclures n'ont pas de limite. Il t'expliquerait qu'un nourrisson, c'est génial, parce que c'est bien étroit. Qu'une salope en cloque, ça rapporte. Et bien d'autres choses encore. Imagine Mathilda, seule, désespérée, retournant chez elle après une harassante journée de labeur. Il fait nuit, la station de bus est déserte, plus glauque encore qu'à l'accoutumée. Elle regarde alentour, méfiante. N'est-ce pas une forme humaine, là-bas, derrière les amas de roches? Elle serre les poings, essaye d'être forte, mais ne peut empêcher ses larmes de couler. Et soudain, une femme vêtue de blanc surgit à ses côtés, la prend dans ses bras, la console, lui offre la vengeance, la puissance, le monde. Mathilda accepte. Et l'enfant? Ce n'est qu'un faible prix à payer en échange de la liberté, tu ne crois pas? Alors, Charlotte Bousquet, la violence, la souffrance, les destins qui sont brisés d'emblée, dont on sent qu'ils vont se reproduire de génération en génération, et puis à un moment donné, c'est la puissance de l'imaginaire, le pouvoir qui peut arriver, la colère et la capacité de rendre coup pour coup, voire même d'en infliger à ceux qui d'habitude sont les tortionnaires et les dominants. Colère d'une femme? Colère d'une femme, colère de toutes les femmes. La Llorona, en fait, c'est un des antagonistes de ce récit. Et la femme qui pleure au Mexique, il y a plusieurs légendes qui courent sur elle, énormément de légendes, au point que c'est devenu une légende urbaine. En fait, c'était la maîtresse de Cortés, qui donc a 2 enfants de lui, et puis lui a trouvé que c'était quand même vachement mieux d'épouser une Espagnole. Donc la maîtresse de Cortés, la Malinche, étant une indienne, et puis de la laisser tomber. Donc elle a noyé ses enfants et s'est noyée. Et a donné naissance à cette légende. Et au Mexique, et puis dans tous les pays hispanophones, la Llorona est vraiment cette symbolique à la fois de femmes de la rivière extrêmement destructrices et en même temps de femmes abandonnées. Et vous avez énormément d'histoires liées à ça. Et dans ce roman qui se passe à Ciudad Juárez, qui est quand même la ville des féminicides, qui continue actuellement, on veut dire que les gens vous parlent de narcotrafiquants, vont vous parler de tel chef de cartel qui a buté tel autre, c'est super, mais en attendant, ça fait depuis 95 que des femmes sont tuées, que des femmes disparaissent. Et en faisant pas mal de recherches, je me suis rendu compte que en fait, Ciudad Juárez est un bordel depuis 1910 et sert aussi de dépotoir aux Américains et aux criminels américains. Vous voulez commettre un crime sexuel et vous savez pas où aller, vous allez faire un tour à Ciudad Juárez, vous prenez une petite mexicaine et puis c'est pas grave. Donc là, c'est vraiment des femmes désespérées et la Llorona finalement quelque part est une sauveuse. Précisons pour le public que ce n'est pas un fantasme. Là, c'est réel. Les journaux, Le Monde et autres ont fait des enquêtes. Cette affaire a mis près de 15 ans à éclater parce que c'est les gens de peu, comme on dit, ça n'a pas d'importance. On peut les violer, les tuer. Des centaines, on ne relie rien. Et à un moment donné, on commence à trouver des charniers. Et on a un taux, en effet, de féminicide. Le néologisme s'est créé là-bas. Hallucinant, qui est en fait devenu une sorte de métaphore de la violence qu'on peut infliger aux femmes, y compris dans des pays comme le nôtre. Quand on pense qu'il y en a 2,5, c'est terrible cette statistique. C'était sur 3 sur 10, enfin 3 sur 10, non, c'est ça? Oui, et puis on a 2 femmes et demie, c'est la statistique, par semaine qui sont tuées par leurs compagnons, leurs conjoints. Je dis souvent d'ailleurs, fin de la parenthèse après, parce qu'on va revenir à la littérature, mais la littérature nous renvoie aussi. D'ailleurs, on en discutait avec le député maire qui le disait dans le petit teasing qui est passé sur le net, qui disait, mais parfois, avec un peu de malice, nos auteurs nous ramènent à l'actualité. Il avait bien perçu parfois aussi le rôle de la littérature. Et c'est exactement là, peut-être, ce coup de colère. Ceci dit, c'est aussi un beau roman d'aventure avec des beaux personnages. Merci. Mais je crois que c'est aussi je ne sais pas si on peut dire une fonction, parce que ça fait un peu tout de suite didactique, mais en fait, on est aussi là pour parler de choses qui nous touchent et qui nous choquent. Puis la littérature, ça reflète aussi, même dans l'imaginaire un peu la vie, on a le droit d'être en colère aussi parfois. Exactement.
Un autre livre, on en parlera peu parce qu'on ne peut pas en une cinquantaine de minutes faire le tour de l'ensemble de ce que vous avez fait. Vous avez écrit quand même pour la jeunesse, en particulier le plus récent aux éditions Mango, une relecture d'un conte qui est... Podane. Podane, voilà, Podane, en fait, la version grid. Voilà, Grimm, pardon. Podane, et donc, comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est une histoire d'inceste, mais qui se termine bien. En tout cas, ça terminera bien. Ça veut dire aussi, moi ça m'a frappé, ça renvoie d'ailleurs peut-être à ce que dit Virginie Despentes, quand les femmes sont violées, en plus il faudrait qu'elles ne s'en remettent pas. Et je trouve que c'est extrêmement fort parce que notre société parfois machiste l'accepte finalement, elles le sont, et donc elles finiront toute leur vie en victimes. Et peut-être que aussi cette nouvelle revendication, c'est que les coupables soient sanctionnés, c'est ce qui va se passer dans le roman, on ne dira pas exactement comment. Et puis c'est aussi peut-être la façon de dire que même après des épreuves, et de telles épreuves, une femme peut à nouveau redécouvrir la joie, le bonheur, et y compris l'amour, et même l'amour physique. Et qu'à un moment donné, à la fois vous vous heurtez, pour des jeunes, hein, c'est pour des collégiens, votre roman ça fait bouger, et j'ai eu aucune réaction négative, parce que quelque part, et c'est peut-être la force de la littérature jeunesse, vous avez su sur un thème un des plus sombres, qui est l'abus d'une jeune fille par son père, vous avez été capable de donner une ouverture vers l'amour, l'espoir, mais pas la rédemption des méchants. Vous n'avez pas été jusque-là. Non, puis je voyais pas l'intérêt sur le coup. Mais disons que je me suis rendu... Enfin, les ados qui ont lu le livre étaient moins choqués, je dirais, que les enseignants. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, que pour eux, c'était quelque chose qui était finalement assez évident, que bon, c'était un thème sombre, que c'était... mais c'était pas tout de suite on bloque sur l'inceste qui les intéressait, c'était l'histoire, c'était comment cette fille va réussir à s'en sortir. Et c'est vrai que j'ai eu des réactions d'enseignants qui disaient quand même c'est l'inceste. C'était assez étonnant. Oui. Alors que ce qui en fait devrait nous choquer, c'est pas qu'on en parle dans un livre, c'est qu'on ait mis tant de temps à en parler, tant de temps à châtier les coupables, et encore, pas assez. Exactement. Bien, petite parenthèse, mais comme quoi la littérature jeunesse, ça peut être la plus dure. Et dans l'œuvre de Charlotte, c'est quelque part peut-être le roman le plus dur, avec encore une fois cette ouverture d'espoir. On ne clôt pas un roman pour des jeunes sur le désespoir absolu. C'est la seule mauvaise chose qu'on ne peut pas faire en littérature jeunesse. On peut tout faire, tout oser, et Charlotte l'a montré comme d'autres auteurs, mais je crois que c'est vraiment ça. Alors, revenons encore une fois à Sylvain Demierre qui va nous lire un extrait. Cette fois-ci, on est dans le roman historique. Vous voyez bien, c'est imaginal, il y a de la fantaisie, il y a du fantastique, il y a la science-fiction, il y a du conte et légende et du roman historique. Et Charlotte passe de l'un à l'autre. Sa fantaisie était quand même une fantaisie historique. Donc là, elle a osé faire du vrai roman historique. Elle en a déjà publié 2, donc dans la collection Noire Lagune aux éditions Gulfstream. Petit extrait, on est parti à Rome. Lucrezia Severa observait d'un œil critique les derniers aménagements de la domus familiale. Des fresques recouvraient les anciennes peintures de la cour intérieure. Des jardins où s'épanouissaient des corolles aux teintes vives remplaçaient les paysages fantastiques qui avaient bercé son enfance. Son père, Lucretius Severus Clarus, avait rapporté de longues campagnes en Mauritanie la vision de fauves et d'êtres fabuleux dont il avait décoré les murs. Lucrezia avait rêvé de l'accompagner dans l'un de ses voyages. Mais il était mort, emportant les espoirs de sa fille avec lui. « Tu rumines, Lucrezia ?» L'adolescente sursauta, tournant la tête vers son esclave qu'elle n'avait pas entendu arriver. « Crois-tu ? Je devrais peut-être gratter ces fleurs pour récupérer ce qu'il y avait avant. Après tout, c'est Caristia aujourd'hui. Les familles se retrouvent dans la joie et la bonne humeur. Tout est pardonné. » Lucrezia. Quoi ? Comme si ce n'était pas assez de subir sa présence, il faut en plus que mon cher beau-père pisse aux 4 coins pour marquer son territoire. Ça fait 6 mois qu'il s'est installé chez nous. Dean, mais regarde ce que devient la maison. Ces colonnes, du granit d'Égypte. Il a fallu qu'il les peigne pour imiter une vigne. Et les mosaïques de l'atrium, remplacées par ces horribles sirènes. Bleu empereur, tu parles. Les empereurs portent la pourpre, pas la bleue. Quant aux serviteurs, la vieille sépia jetée dehors alors qu'elle n'y voit goutte, Méroé dont il voulait se défaire, et toi, trop insolente à son goût. Jamais je ne l'aurais laissé faire, tu sais. Tu es ma seule amie. Je préférerais m'ouvrir les veines plutôt que nous soyons séparés. Et tu serais bien avancée. Plus grande que sa maîtresse, plus âgée de 2 ou 3 ans,
Dean avait la peau cuivrée des Syriens, une taille fine, de longs cheveux noirs et frisés. Elle observait, bras croisés, un sourire triste creusait la fossette de sa joue. « J'ai croisé Titus dans le jardin, ajouta-t-elle d'un ton plus doux. Il m'a envoyé te chercher. » Les traits de Lucretia s'éclaircirent. Elle adorait son cousin, un garçon de 8 ans aux yeux pétillants, curieux de tout. Dean ayant affaire, elle traversa seule le déambulatoire pour le rejoindre. Le hortus, dépouillé de feuilles en cette fin février, avait un aspect sinistre. Les branches des rosiers agrippaient, pareilles à des serres de rapaces, les statues de Vesta et de Flore, déesses du foyer de la floraison. Perché sur un banc de marbre à côté du bassin où paraissaient quelques poissons, Titus attendait, menton sur les genoux, entendant son pas crisser sur le gravier. Il leva vers elle un visage grave. Est-ce que ça apporte, Charlotte Bousquet, d'écrire vraiment du roman historique par rapport à la fantaisie? Alors déjà, ça satisfait mon côté universitaire frustré. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois énormément de recherches, énormément de lectures universitaires pour mon roman sur Rome. C'est vrai, je me suis replongée avec plaisir dans les classiques et également dans des essais d'historiens comme Lucien Gerfagnon, qui est absolument génial, qui parle de Rome, on a l'impression d'y être. J'ai aussi revu la série Rome qui m'avait pas mal marqué. Magnifique. Qui est fabuleuse, et d'ailleurs un des personnages du roman s'appelle Atia, vraiment en hommage, en clin d'œil à cette Atia. Et alors le roman historique, c'est à la fois, bon évidemment on a cette contrainte de vérité historique, ou au moins d'être vraisemblable, et en même temps je trouve que ça apporte une grande liberté, parce qu'on est obligé de se faufiler dans les failles. Et se faufiler dans les failles, dans l'écriture, c'est génial. Et puis là, j'ai essayé de retrouver, alors probablement pas la manière d'écrire à Rome, voilà, mais au moins des expressions. Les Romains étaient des gens qui étaient beaucoup plus crus que ce que l'on croit. Il y avait une expression qui était va te faire sabrer, ce qui, si je vais me permettre une grosse grossièreté, à notre époque, c'est va te faire enculer. Ou en anglais, fuck. Là, va te faire sabrer, c'est très romain. Et les Romains disaient pas, pouvez-vous, s'il vous plaît, aller vous faire voir. Non, ils étaient vraiment très très crus. Et j'ai essayé de rendre ce côté un peu rugueux du langage dans l'écriture. Et c'était super drôle. Et puis c'est aussi un polar. Et c'est un polar. Une enquête. Oui. Et alors pareil là, le jeu, c'est un roman historique, mais fantastique, parce que les Romains évidemment croient dans le surnaturel, croient dans les divinités, et on fait un rapport pareil, un rapport au Dieu qui est très 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 bizarre. C'est plutôt du genre, si tu m'accordes, par exemple Arès, si tu m'accordes une victoire, je te sacrifierai un bélier. Et par contre, sinon, je te crache dessus. Donc c'est très, il y a ce côté assez drôle et très 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 proche, donc le rapport très proche entre les dieux et les hommes. Et là, l'intrigue historique, enfin l'intrigue policière, pardon, tourne autour de sorcellerie. Donc une sorcellerie qui est évidente à Rome, donc c'est mon côté fantastique, mais qui n'est du tout pas fantastique puisque c'est romain. Donc ça, c'était ça qui était vraiment rigolo. Pour bientôt conclure notre entretien, parce qu'il va être temps, tout simplement. Arachnae, Cytheriae, Matricia, quelles évolutions ou est-ce entre ces trois romans? Matricia, allez, quelques petites confidences. Mais sans aucun souci. Alors, donc Arachnae, c'est à l'échelle d'une ville, Cytheriae est à l'échelle d'un quartier, Matricia, c'est à l'échelle de personnes, et Matricia va dévoiler beaucoup plus de choses sur le fil rouge qui peut relier ces romans indépendants. Donc, et surtout va être le duel un duel entre deux magiciens et un duel à coups de tarot. Il y a un jeu qui s'appelle le jeu du destin, donc qui consiste à vous tirer une lame de tarot. Vous avez donc par exemple dans la mort qui correspond à la vieille dans mon univers, et vous allez raconter un souvenir correspondant. Et dans le jeu du destin, évidemment, le souvenir s'efface, parce que sinon c'est pas drôle. Donc ça va être vraiment un duel pour savoir lequel des deux va réussir à tenir bon. Voilà. Eh ben, ça nous donne envie. Celles qui n'ont pas encore découvert les romans de notre coup de cœur,
En général, on ne se trompe pas trop. Depuis quelques années, le coup de cœur du festival, c'est purement réfléchi, c'est justifié. En plus, je suis encore plus à l'aise d'assurer et d'assumer mon choix, puisque le jury, l'éminent jury, et le distingué jury et l'excellent jury du festival... Le jury qu'on adore, du coup, c'est ça? Absolument. Non, mais le clin d'œil, c'est tout simplement que deux membres du jury, le vice-président Jacques Baudou, que je salue, et Jean-Claude Van Troyen, journaliste au soir de Bruxelles, qui nous fait l'amitié de... Tous les deux, d'ailleurs, ils nous font l'amitié à la fois d'être dans ce jury depuis des années, et à la fois de modérer avec beaucoup de talent et de chaleur nos cafés littéraires. J'en profite là, c'est une occasion pour les saluer, parce qu'évidemment, tout ce que vous voyez, c'est grâce à toute une équipe, à la fois le personnel de la ville d'Épinal, à la fois les permanents, à la fois ceux qui animent ce festival, et puis bien évidemment, avant tout, nos écrivains. Voilà, j'en profitais pour le dire. Le coup de cœur, c'est un ensemble. Le coup de cœur, c'est un choix, et généralement un choix qu'on porte les années suivantes, puisque comme vous le savez, pour Sir Cédric, pour Jean-Philippe Jaworski, on continue, même s'ils en ont beaucoup moins besoin aujourd'hui, ils ont leur propre lectorat, on continue à accompagner avec beaucoup d'affection et d'amitié une carrière littéraire qu'on a su parfois repérer dès les débuts, parce qu'on aime tellement les littératures qu'on essaie de pas trop se tromper. Et en tout cas, avec Charlotte Bousquet, je sais que le festival ne s'est pas trompé. Vous pouvez la retrouver tout de suite sous la bulle du livre pour vous procurer ses livres, et elle vous fera une petite dédicace sans aucun problème. Merci à tous.